Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire aujourd'hui, un numéro à retenir, le 3637 pour faire un don pour le Téléthon et aider la recherche sur les maladies rares. La 34e édition est touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, mais les organisateurs appellent à la mobilisation. Nous en parlerons avec la présidente de la FM Téléthon, Laurence Thiénot-Herman. Puis nous ferons plus ample connaissance avec le nouveau directeur général du Fairmont Monte-Carlo. Pierre-Louis Renoux a été nommé le 15 novembre dernier. Nous évoquerons avec lui son parcours, sa vision du marché touristique et ses objectifs pour les mois à venir. Dans ce journal également, suite et fin de notre série de reportages consacrés aux femmes exerçant leur profession au sein de la sûreté publique. Et puis nous vous emmènerons sur les toits de la Principauté, non pas pour admirer le panorama, mais pour découvrir les installations solaires. Mais avant cela, rejoignons notre premier invité. Il s'agit de la présidente de l'AFM Téléthon. La 34e édition débute sous fond de crise sanitaire et perturbe l'organisation de l'événement, je le précise, qui reste maintenu. Bonsoir Laurence Thiénot-Herman. Bonsoir. La Covid-19 touche cette année malheureusement de plein fouet l'organisation du Téléthon. Oui, il est clair que le contexte sanitaire est tellement difficile, tellement particulier que toutes les animations qui sont habituellement organisées sur le terrain, alors il faut savoir qu'il y a partout environ 20 000 points d'animation, 12 000 communes qui participent au Téléthon, 250 000 bénévoles. Tout ça, ça représente 40% de la collecte du Téléthon. Évidemment, ces animations sont dans leur grande majorité aujourd'hui empêchées. Elles se sont transformées, réinventées, il y a eu beaucoup de créativité, elles se sont beaucoup digitalisées. Et puis, on espère tellement que toute la population sera en rendez-vous pour faire le 3637 ou téléthon.fr pour ce Téléthon, que la générosité du terrain va se transformer en générosité en télématique ou sur Internet. En tout cas, on l'espère vraiment très, très fort. Laurence Thiénot-Herman, vous venez de le dire, beaucoup d'animations sur le terrain ont été annulées, certaines ont pu être maintenues, c'est le cas ici. À Monaco, Christine Datomel a rencontré Muriel Aguiardi, elle est coordinatrice de la FM Téléthon, ici même en Principauté. On se retrouve juste après Laurence. Pendant 2 soirs, nous vous demandons de vous mettre à 19h30 sur les balcons et si vous souhaitez faire un don, vous mettez une petite lumière et ça matérialisera votre promesse de don. Normalement, des drones passeront filmer les quartiers et nous verrons les quartiers qui sont les plus illuminés. Voilà. Alors, on peut mettre une bougie, on allume la lumière du balcon, comment ça se passe ? Bougie, lumière du balcon, votre iPhone. Vous pouvez télécharger aussi la musique du Téléthon qui est téléchargeable sans libre de droit sur Internet, mettre un petit peu de musique. Et le tout, c'est que pendant une demi-heure, on fasse flamber ce Téléthon. Mobilisation ici même donc à Monaco, mais avec moins d'animation sur le terrain. Est-ce que vous craignez tout de même une baisse des dons cette année en raison du contexte actuel, Laurence ? Nous craignons une baisse des dons, mais je reste aussi confiante parce que je pense que la population et tous ceux qui participent habituellement au Téléthon sera à nos côtés, d'abord parce que le mot impossible ne fait pas partie de notre vocabulaire et tous ceux qui nous accompagnent, je pense, sont dans cette dynamique, parce qu'aussi le Téléthon, c'est le combat des familles et que toutes les familles s'y retrouvent. 33 ans après, je pense que là aussi, tous ceux qui sont à nos côtés constatent qu'il y a des résultats. Et puis, je pense que tout le monde a compris aussi qu'à partir des maladies rares, on développe des connaissances, on développe de nouvelles pistes thérapeutiques qui peuvent s'appliquer aux maladies fréquentes. Et c'est, je dirais, un argument de plus pour que ceux qui même n'étaient pas présents à nos côtés lors des précédents Téléthons le soient pour le Téléthon 2020. Justement, où en est la recherche sur les maladies rares ? On a vraiment fait des pas de géant et 2020, alors que c'est l'année dans un contexte terrible, c'est aussi une année historique pour le Téléthon. Historique pourquoi ? Parce que, et on le verra pendant ces 30 heures de Téléthon, on verra des enfants, des bébés, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui en France qui ont été traités par un médicament de thérapie génique qui utilise une technologie qui est née au sein du laboratoire Généton. Et donc, ces bébés, aujourd'hui, on va les voir, on en verra certains pendant ces 30 heures, renaissent à la vie. On se bat tellement tous les jours pour ça. Je suis présidente, mais je suis maman. J'avais un fils unique concerné par une maladie rare qui m'a quittée il y a quelques années. Et donc, de voir aujourd'hui des résultats et surtout de voir aujourd'hui des enfants, des bébés qui
ont pu être traités avec une efficacité waouh de ces traitements. Voilà, ça nous émeut terriblement. La thérapie innovante a donné plus d'espoir aux malades. Elle leur a offert une espérance de vie plus longue? Oui, tout à fait. Et puis, c'est une thérapie, notamment cette thérapie génique. C'est un transporteur biologique qui transporte le gène médicament dans la cellule et dans les cellules malades. Et cette thérapie génique, on a investi énormément de moyens issus du Téléthon dans cette thérapie génique. Et Généthon en est vraiment le fer de lance. Et aujourd'hui, on voit son application dans cette maladie rare qui est la myotrophie spinale de type 1. On voit aussi son application dans une autre maladie rare qui est la myopathie myotubulaire. Et mieux que cela encore, on voit son application dans des maladies beaucoup plus fréquentes comme le cancer. Et bien, tout cela, c'est issu de cette thérapie génique qui est née dans les laboratoires du Téléthon et qui a été conçue par des chercheurs financés par le Téléthon. Donc, c'est une vraie fierté pour notre association, pour le Téléthon. Ça doit l'être pour nos donateurs fidèles. Et encore une fois, pour ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas encore donné, vraiment, c'est important de nous accompagner dans cette aventure dont on voit aujourd'hui les résultats. On rappelle le numéro à composer pour faire un don ce week-end, Laurence, pour le Téléthon, un site internet également. Tout à fait, 3637 ou téléthon.fr. Et en espérant que la générosité soit au rendez-vous. Merci beaucoup, Laurence Thienot-Herman, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, nous sommes le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe. Frédéric Hélion. L'archevêque de Monaco, Monseigneur David, a présidé sa première messe de la Sainte-Barbe, la patronne du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Une traditionnelle messe en présence du prince Albert II, du ministre d'État Pierre Dartout, de nombreuses hautes personnalités de la principauté et des autorités militaires françaises. Cette année, en raison des mesures sanitaires rendant l'église Saint-Nicolas trop petite, cette célébration a eu lieu exceptionnellement à la cathédrale de Monaco. Le compte à rebours avant Noël a débuté. La Société des Bains de Mer a installé ses illuminations pour les fêtes de fin d'année. Du 6 décembre au 6 janvier, la place du Casino revêt ses habits de fête et de lumière avec un majestueux sapin et de nombreuses illuminations et décorations. Il se murmure même, Émilie, que le Père Noël viendra faire une apparition sur la place du Casino. Nous resterons attentifs alors. Dans un tout autre domaine, la Commission supérieure des comptes a remis son rapport public annuel 2019 au prince souverain. Oui, le vice-président de la Commission supérieure des comptes, Christian De Schmecker, a remis au prince souverain la semaine dernière le rapport public annuel 2019 que l'institution supérieure de contrôle de la principauté a arrêté le 30 juillet 2020. Disponible sur le site du gouvernement, ce rapport traite des activités de la Commission supérieure des comptes durant l'année écoulée. Au cours de l'année 2019, la Commission supérieure des comptes a donc réalisé l'examen des comptes et de la gestion de l'État en 2018. Merci Frédéric. Suite et fin de notre série de reportages consacrés aux femmes exerçant leur profession au sein de la sûreté publique. Pour ce dernier épisode, nous avons voulu faire plus ample connaissance avec Agathe Julien. Elle est chef de section des ressources humaines. Son portrait est signé Alexandra Pani. Ministre, est-ce que tu as fini le rapport 21? Alors justement, j'étais dessus. Est-ce que tu as pu me rajouter les éléments? Ouais, je fais 2-3 modifs et on est bon. Voilà. Ils ont pour mission de gérer les carrières des 580 fonctionnaires et agents de l'État de la sûreté publique. Entretien de recrutement, suivi de l'organigramme, gestion prévisionnelle des effectifs ou encore optimisation des carrières de chacun. Ils sont 3 à remplir ces tâches au quotidien au sein de la section des ressources humaines. Agathe Julien est aujourd'hui à la tête de ce service, un rôle qui nécessite compréhension et écoute. Ils viennent régulièrement nous poser des questions sur leur carrière et leur futur surtout. J'aime le contact humain, j'aime travailler avec les gens, j'aime les aider, faire des études sur les carrières, tout ça, ça me plaît énormément. Avec son diplôme de BTS d'assistante de direction, Agathe Julien intègre son premier poste dans la sûreté publique au service de simple police. Après 3 ans, la jeune monégasque est affectée à la section des ressources humaines. En 2018, j'ai été nommée adjointe de cette section. Et cette année, j'ai présenté une validation des acquis d'expérience où j'ai obtenu un master en gestion des ressources humaines. Et par la suite, j'ai été donc
J'ai été nommée donc, à la tête de la section. Une nomination qui vient récompenser l'implication d'Agathe dans la gestion de carrière du personnel. C'est vrai que depuis peu, les femmes ont atteint des postes à responsabilité. Ma chef de division est une femme, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avancées depuis quelques années. Une année 2020 particulièrement riche pour la nomination de femmes au sein de postes à responsabilité à la sûreté publique. Voilà pour ce 10e portrait, mais sachez que 88 femmes travaillent au sein de la sûreté publique, un effectif qui ne cesse de s'étoffer depuis ces dernières décennies. Je vous propose d'écouter le directeur de la sûreté publique, Richard Marangoni, est au micro d'Alexandra Pani. Cette année a été une année un petit peu spéciale, puisque non seulement nous avons eu des promotions, mais ça je dirais c'est courant, mais nous avons eu des promotions sur des postes à haute responsabilité, de chef de division, puisque nous avons eu 2 éléments féminins qui ont été nommés sur un poste de chef de la division de police maritime aéroportuaire et une autre sur chef de division de l'administration de l'information. Nous ne sommes pas encore sur une parité, puisque vous avez vu que les effectifs ne sont pas encore semblables, mais nous sommes sur une égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes exercent exactement et dans les mêmes conditions les mêmes prérogatives, les mêmes responsabilités qu'un homme. Et je m'en réjouis parce que, bien sûr, c'est très complémentaire. Donc, non seulement elles nous apportent beaucoup dans ce cadre-là, elles exercent de vrais commandements, elles dirigent des équipes, et des équipes parfois importantes, où elles ont de vraies spécialités, au même titre que les hommes, avec des responsabilités qui sont fortes. Et bien sûr, je pense que dans l'avenir, ça se développera encore. Et cette symbiose fera que la sûreté publique sera toujours beaucoup plus efficace et à l'écoute des problèmes de la société. Leur nombre augmentera encore, c'est nécessaire et ça sera naturel. Et puis un jour, pourquoi pas, et ça arrivera sûrement, une femme accédera sans aucun doute aux plus hautes fonctions au sein de la sûreté publique. Le Fairmont Monte-Carlo a un nouveau directeur général, il s'appelle Pierre-Louis Renoux. Il a effectué sa carrière dans différents groupes en Europe et en Amérique du Nord. Il est désormais ici, en Principauté, avec beaucoup d'ambition. Pierre-Louis Renoux, bonsoir. Bonsoir Émilie. Le milieu de l'hôtellerie est un milieu que vous connaissez bien. C'est fort de cette expérience que vous arrivez à Monaco? Et oui, effectivement, j'ai eu la chance de travailler dans différentes destinations très intéressantes. Paris, Londres, Los Angeles, Washington et plus récemment Cannes. Et c'est donc un grand plaisir pour moi et un privilège de venir découvrir le marché de Monaco et de la Principauté. Voilà, à travers votre parcours, vous disposez d'une vision aussi bien locale qu'internationale. Oui, je connais un petit peu le marché monégasque parce que j'étais personnellement très curieux et très attentif à ce qui se passe sur Monaco. Je dois vous avouer également que j'ai une petite intimité parce que ma marraine habitait à Monaco quand j'étais petit garçon et je venais chez elle une fois par an en vacances et j'en garde des souvenirs merveilleux. Et donc c'est pour moi avec beaucoup d'émotion que je retrouve ces rues, ces quartiers et puis ce paysage sensationnel. Alors, quelles sont les spécificités du marché monégasque, justement? C'est un marché particulier, très dynamique, qui a une chance assez inouïe, c'est de bénéficier de tous les segments, c'est-à-dire un marché local très dynamique, un marché national de proximité avec la France, l'Italie, et puis un marché international de tous les pays du monde, de tous les continents. C'est assez rare, il est aussi également saisonnier certes, mais malgré tout bien étalé tout au long de l'année. Il est dynamique, puissant et très intéressant à travailler. Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés? Les objectifs, dans un premier temps, évidemment, c'est de gérer la crise sanitaire qui nous arrive pour rassurer nos clients à se déplacer sur Monaco et plus particulièrement au Fairmont. Donc c'est de trouver des solutions intelligentes qui nous permettent de passer cette période si violente et si particulière. Et puis, dans un deuxième temps, c'est préparer l'hôtel pour l'avenir, pour le futur, préparer les équipes. Nous avons la chance d'avoir un plan de rénovation très ambitieux qui va commencer en 2021. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis arrivé et une grande motivation pour moi de mener à bien le renouveau du Fairmont, de cet hôtel emblématique et si mythique de la Côte d'Azur. Justement, comment se réinventer pendant cette
cette crise? Il faut trouver les nouvelles attentes des clients, bien comprendre qu'est-ce qui les fera demain vibrer. On a la chance d'avoir un resort très complet avec des restaurants sensationnels, Nobu, d'avoir le restaurant ouvert 24h sur 24, le Saphir, d'avoir Nikki Beach sur le toit de l'hôtel, d'avoir également un centre de convention et d'événements sans commune mesure. Et puis nous avons également un service traiteur très dynamique, très moderne, qui se déplace un peu partout sur la principauté et même à l'extérieur. C'est pour nous un vrai plus, sans compter le bien-être. Nous avons également pour nos visiteurs un centre de fitness sensationnel, un spa très très grand et puis un salon de coiffure qui est très réputé ici en ville. Et du coup, toutes ces activités, toute cette pluralité d'activités qui sont offertes ici au Fairmont, qui vont se moderniser encore et qui vont encore se développer, je l'espère, répondra aux attentes des clients de demain. Et comment se profilent les fêtes de fin d'année? Le taux d'occupation est satisfaisant pour le moment? Alors pour le moment, je dois vous avouer que ça reste très modeste. Je pense que les clients ne se sont pas encore projetés sur cette période-là parce qu'il y a encore des incertitudes sur qu'est-ce que l'on pourra faire et qu'est-ce qu'on ne pourra pas faire sur la période des fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc nous avons préparé un programme. Nous avons pas mal de demandes, pas mal d'intérêts, mais pour tout vous avouer, il reste encore de la place et il reste encore de la possibilité de réserver chez nous. C'est noté. Merci beaucoup Pierre-Louis Renou d'avoir été avec nous ce soir. Mais Émilie, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre interview et à très bientôt. On retrouve à présent Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'information. Frédéric, l'opération Culture et vous joue les prolongations. Une démarche initiée en novembre par la Direction des Affaires culturelles et les différentes entités de la Principauté qui avait permis de proposer des spectacles à un tarif unique et attractif pour maintenir l'accès à la culture. L'opération Culture et vous est reconduite en décembre avec une programmation riche et éclectique à des prix toujours avantageux. La programmation et les horaires des représentations sont à retrouver sur le site www.covid19.mc ainsi que sur les sites des différentes entités culturelles de la Principauté. Vous avez peut-être déjà commencé l'achat de vos cadeaux de Noël. Frédéric, vous avez une idée cadeau à nous faire partager? L'Institut audiovisuel de Monaco sort ce week-end un DVD issu d'une conférence donnée en juin 2019 sur le thème Monaco et la mer, en collaboration avec les archives du Palais. Alors que peut-on trouver dans ce DVD, Émilie? La réponse avec Vincent Vatrican. On y trouve une histoire de Monaco qui est vue comme un pays coincé entre mer et montagne et dont le développement, l'histoire, est obligé de faire avec la mer et de pouvoir se développer aussi par la mer. Le DVD Monaco et la mer est au prix de 20 €. Il est disponible ce week-end en Principauté dans 8 points de vente répertoriés sur le site de Tout l'Art du Cinéma. Et après une idée cadeau, une idée sortie pour ce week-end. Si vous êtes fan de théâtre et que vous n'avez rien prévu samedi, vous pouvez encore réserver vos places pour aller voir Antigone demain soir à 17h30 au Théâtre des Variétés, la célèbre pièce de Jean Anouilh revisitée par le studio de Monaco. Place à présent à votre Focus Info. Il est consacré aux panneaux solaires qui permettent de contribuer à la transition énergétique dans laquelle s'est lancée la Principauté. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni se sont ainsi rendues sur plusieurs toits de la Principauté afin d'en savoir plus sur le mode de fonctionnement et surtout sur les avantages des panneaux solaires. Il y a deux styles de panneaux. Tous les deux sont des panneaux solaires. Nous avons les panneaux solaires thermiques qui sont là pour produire de l'eau chaude. Et ceux-ci sont des panneaux solaires photovoltaïques qui produisent uniquement de l'électricité. Maintenant, une nouvelle génération est en train d'apparaître que nous avons installée à la Villa Marcel, des panneaux hybrides qui font les deux à la fois, de l'eau chaude sanitaire et de l'électricité. Et ces opérations, lorsqu'il s'agit de bâtiments publics, sont donc réalisées par le SMBP. Elles se trouvent clairement un peu partout, de Fontvieille avec l'église Saint-Nicolas entre autres, au Larvoto, en passant par la Condamine ou encore le Jardin exotique. Des exemples concrets de l'engagement du gouvernement princier en matière de transition énergétique. Nous sommes tout particulièrement intéressés dans ce Focus Info aux installations menées sur l'année 2020 et la manière dont elles changent notre perception de l'énergie, notre manière de la consommer. Débutons ici au sommet de l'église du Sacré-Cœur au Moneghetti.
Ici, on a fait une rénovation énergétique du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a installé une pompe à chaleur en remplacement de la chaudière à gaz pour éliminer l'énergie fossile. Et on a également installé un ballon thermodynamique en remplacement d'un chauffe-eau électrique qui est moins énergivore. Et également, on a installé des panneaux solaires photovoltaïques. Les panneaux sont là pour apporter l'électricité à l'église Sacré-Cœur. On arrive à atteindre environ 20% d'autosuffisance pour l'église Sacré-Cœur en consommation électrique. Un gain de plus d'1 tonne de CO2 évité aussi. Les avantages sont donc nombreux. Ces panneaux sur un peu plus de 75 mètres carrés sont en marche depuis un peu plus d'1 mois. Un cache sera prochainement installé ici. Nous sommes là dans de la technologie moderne et l'utilisation à tout niveau est très performante. Vous savez que le but de cette installation est aussi de faire des économies et d'être à un niveau très, très précis de surveillance, de suivi, et ça c'est extraordinaire. Non loin de là, le quartier du Jardin Exotique abritait déjà des installations solaires sur l'école des Révoirs. Depuis peu viennent s'ajouter les panneaux posés sur le toit de la Villa Paloma, l'un des 2 lieux qui composent le NMNM, des panneaux haute performance dernière génération. Nous les avons au nombre de 82 pour une surface de 145 mètres carrés. Ça produit 43 000 kW par an. Et ça va permettre de faire une économie de plus de 3,5 tonnes de CO2 par an aussi. La manutention s'est faite par l'extérieur à l'aide d'un camion de déménagement tout simplement sur un plateau. Donc la société a pu monter tous les panneaux ainsi que tous les équipements électriques voilà, sur la toiture. Et avant justement de pouvoir faire ce type d'installation, certains détails doivent être vérifiés. Exposition du soleil, ombre procurée par ce qui entoure le bâtiment. Ici, pour pallier la particularité due à ces drapeaux, des optimiseurs ont été posés pour maximiser le rendement. Un peu plus bas, l'école de la Condamine où 69 modules sur 113 mètres carrés sont désormais opérationnels. La particularité de ces panneaux photovoltaïques, c'est qu'ils sont d'une teinte verte. On a choisi cette teinte avec l'urbanisme pour qu'il s'intègre parfaitement au quartier de la Condamine et surtout au cours des écoles. Toute la production qui est créée sur cette toiture est injectée dans l'école. Lorsque l'école ne suffit plus à prendre cette production, c'est injecté dans le reste du bâtiment de l'îlot 1 Condamine, c'est-à-dire ça peut être potentiellement le théâtre des variétés, l'académie de musique, le parking de la Condamine, tout ça est injecté dans le lieu où on se trouve. Nous avons mis en place certaines attitudes auprès des utilisateurs, certaines pratiques qui permettent d'économiser de l'énergie. Et plus on économise cette énergie, plus les panneaux photovoltaïques rendent autonomes les bâtiments et donc permettre d'autosuffire nos bâtiments à hauteur, par exemple d'ici, de 16% de l'énergie consommée. De l'autre côté de la Principauté, sur les hauteurs de Roqueville, le photovoltaïque, vous le voyez, est aussi d'actualité au foyer de l'enfance Princesse Charlène. Au Larvoto, la société monégasque des eaux figure sur la liste des bâtiments où des panneaux haute performance dernière génération ont pu être installés, 136 précisément. Ça va nous permettre à l'année de pouvoir produire plus de 65 000 kW et éviter ainsi 5,4 tonnes de CO2, voilà, qui n'est pas négligeable. Donc effectivement, il y a une portée aussi très environnementale. Tout à fait, surtout que nous allons pouvoir autoconsommer la totalité de la partie administrative et le surplus sera réinjecté dans l'installation de pompage de la SMO qui est très énergivore, donc le tout va pouvoir permettre un gain écologique très important. Surveillance, maintenance, nettoyage pour une performance toujours optimale. Sachez d'ailleurs que lorsque le ciel est nuageux, cette performance diminue, mais les moyennes sont justement faites sur l'année pour mesurer les productions réalisées grâce au soleil méditerranéen. Le soleil qui balaie d'ailleurs le quartier de Fontvieille où les exemples sont multiples. Après la présentation au souverain en début d'année du dispositif installé sur la caserne des sapeurs-pompiers, nous pouvons découvrir les panneaux situés juste à côté sur le toit de l'église Saint-Nicolas pour une autosuffisance à 100%. Non loin de là, autre exemple concret avec l'école de Fontvieille.
La pose des panneaux solaires est donc un exemple majeur de la politique environnementale menée par la principauté sous l'impulsion du prince Albert II. Élément essentiel en lien direct avec ces panneaux, la centralisation des informations de production. Il y a une GTC regroupe toutes les informations des installations techniques d'un bâtiment. Et là, en l'occurrence, pour le photovoltaïque, nous regroupons toute la production, tout l'état des onduleurs, de fonctionnement des onduleurs, pour savoir s'ils fonctionnent correctement, pour savoir si chaque panneau fonctionne correctement, et surtout pour compter cette énergie produite, réinjecter et savoir la quantifier sur la globalité de la principauté de Monaco. En 2019, nous avons mis 730 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Cette année, nous finissons l'année avec plus de 930 mètres carrés. Et pour 2021, nous avons le projet de plus de 2300 mètres carrés de photovoltaïque. Voilà pour ce plan ambitieux pour contribuer à la transition énergétique du pays. Avant de refermer ce journal, un mot sur les prévisions météo. Une amélioration est-elle prévue pour ce week-end, Frédéric ? Malheureusement non, Émilie. La matinée sera encore très nuageuse samedi, puis le ciel se couvrira encore plus dans l'après-midi, ce qui signifie pluie et averses. Le thermomètre affichera 6 degrés le matin et 8 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h47 pour se coucher à 16h55. Samedi 5 décembre, nous fêterons les Géraldes. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition où nous recevrons notamment le défenseur de l'AS Monaco, Benoît Badiachil, pour évoquer ensemble la bonne première partie de saison des Rouges et Blancs. On se quitte en photo avec les illuminations de la Société des Bains de Mer, photo signée Michael Alési. À demain sur Monaco Info.